Bonjour, je suis le docteur Joseph Baker. Je suis l'un des médecins urgentistes de la faculté de médecine de l'Université de Stanford. Je suis le docteur Joseph Kalanzi, et je suis interne en médecine d'urgence à la faculté des sciences de la santé de l'Université Makerere en Ouganda. Dans cette présentation, nous allons parler de l'approche générale de la résolution des problèmes et des alarmes liés aux patients sous ventilateur. Nous allons parler d'une approche systématique de l'examen des patients et des ventilateurs lorsque nous sommes confrontés à des problèmes. Ainsi, les objectifs de la présentation sont de vous familiariser avec les problèmes les plus courants vécus par les patients sous ventilateur. Nous aimerions aussi que vous soyez capable de gérer et d'interpréter les alarmes des ventilateurs lorsqu'elles se déclenchent. Enfin et surtout, il sera important de savoir comment prévenir et résoudre les problèmes courants de fonctionnement des ventilateurs lorsqu'ils se produisent. Tout déclenchement de la compensation automatique par le ventilateur de l'état clinique du patient doit amener un examen immédiat du patient ainsi que du système de ventilation. L'examen doit commencer par les parties cardiovasculaires du patient, ainsi que par l'évaluation de la totalité du circuit de ventilation. Cela nécessite un examen de la prise source d'oxygène et de la prise électrique, une inspection des lignes d'alimentation en oxygène et en électricité jusqu'au ventilateur lui-même, puis un contrôle de la tubulure allant du ventilateur jusqu'au patient. Vérifiez que la tubulure de ventilation n'est pas bouchée ou entortillée. Le tube endotrachéal doit être vérifié afin d'assurer que le ballon est bien gonflé et que le tube est bien fixé. Il est toujours souhaitable de noter la position initiale du tube, par exemple 23 cm au niveau des lèvres, afin de savoir si le tube a bougé ou a été déplacé. Si aucun problème n'a été décelé lors de l'inspection des sources d'oxygène et d'électricité jusqu'au ventilateur, puis le long de la tubulure jusqu'au patient, ainsi que lors de l'examen du patient, l'étape suivante consiste à déconnecter le patient du ventilateur et à le faire respirer manuellement en utilisant le ballon valve directement avec de l'oxygène à 100%. Déconnecter le patient du ventilateur et le faire respirer manuellement avec un ballon valve est une bonne façon d'écarter toute possibilité de problème mécanique lié au ventilateur ou à sa source d'électricité, ainsi que tout problème lié à la tubulure du ventilateur. De plus, cela vous permet de tester s'il est facile de faire respirer manuellement le patient avec le ballon valve et de vérifier que vous observez des mouvements thoraciques adéquats. Si vous notez une certaine résistance, cela peut vouloir dire que le tube endotrachéal est obstrué, possiblement par un bouchon muqueux. Par contre, une absence de résistance et une absence de mouvement thoracique peuvent signifier que le ballonnet du tube endotrachéal est dégonflé ou qu'il y a une fuite quelque part. Comme pour beaucoup de choses en médecine, il est important d'être systématique. Pour cela, il existe une liste de contrôle qu'on appelle la liste de contrôle DOP, et que vous pouvez voir ici. La liste de contrôle DOP est utilisée pour identifier les problèmes auxquels les patients sous ventilateur sont fréquemment confrontés. Nous verrons également l'aide-mémoire DOTS, qui est une liste d'interventions que nous pouvons entreprendre pour réagir aux problèmes identifiés grâce à la liste de contrôle DOP. Comme vous pouvez le voir, D signifie tube endotrachéal déplacé ou ballonnet dégonflé, donc ces points doivent être vérifiés lors de votre examen. O signifie obstruction. Y a-t-il un bouchon de mucus dans le tube endotrachéal, ou bien est-ce que la tubulure est entortillée? P signifie pneumothorax. Il faut donc examiner la cage thoracique du patient et s'assurer qu'on entend des bruits respiratoires bilatéraux. S'il y a le moindre doute, on doit vérifier par échographie ou par radiographie. E signifie dysfonctionnement de l'équipement, et comme nous l'avons dit, vous devez vérifier le ventilateur et la tubulure qui lui est reliée, ainsi que les fils et prises électriques, afin de vous assurer que tout fonctionne correctement. S signifie empilement de cycles respiratoires ou breath stacking, dont nous allons bientôt parler, mais qui est une source de ce que nous appelons PEP, pression expiratoire positive, autrement dit une pression excessive dans le thorax, ce qui peut également créer des problèmes. DOT, c'est l'aide-mémoire que nous utilisons pour organiser notre réaction après avoir effectué les contrôles de la liste DOP. DOTS nous aide à ne pas oublier certaines interventions importantes lors de la vérification du système de ventilation. Dans DOTS, D signifie débrancher le patient du ventilateur. O signifie oxygéner le patient avec un ballon valve pour avoir une idée de la résistance à l'insufflation. T signifie position du tube.
Vérifiez qu'il n'y a pas d'entortillement, de bouchon, etc. T signifie manipuler, tweaking, les paramètres de réglage de la ventilation. S signifie sonogramme. Vérifiez l'absence de pneumothorax ou d'intubation bronchique. Il y a de nombreuses marques de ventilateurs et de nombreux niveaux de complexité qui leur sont associés. Des alarmes peuvent être réglées pour bon nombre de paramètres. Voici une liste des alarmes les plus courantes qu'on trouve sur les ventilateurs. Rappelez-vous qu'il est important de régler les alarmes correctement. Une alarme doit déclencher une réaction de votre part. Si les alarmes du ventilateur sont mal réglées et se déclenchent constamment, le personnel clinique sera moins enclin à réagir promptement lorsqu'une alarme sonne. Il est donc important de s'assurer que les alarmes sont réglées de manière telle que leur déclenchement indique un vrai problème, et que le personnel se rende sur place pour s'en occuper. De nombreux ventilateurs ont un système de surveillance de la fréquence respiratoire. Les patients dont la fréquence respiratoire s'abaisse en dessous d'une valeur préréglée déclencheront une alarme. Les patients en état d'apnée, soit qui n'ont aucune stimulation respiratoire, soit qui ont été endormis ou paralysés et ont donc partiellement perdu leur stimulation respiratoire, peuvent déclencher fréquemment ces alarmes si elles ne sont pas correctement préréglées. L'alarme de certains ventilateurs réagit au faible volume respiratoire, qui peuvent refléter un état d'apnée. Il est très important de surveiller les alarmes liées à la pression pour un patient sous ventilateur. La présence de sécrétion ou d'eau dans la tubulure, ainsi que de nœuds dans la tubulure, peut déclencher des alarmes en réaction à une pression trop élevée. Dans un tel cas, il faudrait évacuer les sécrétions des voies respiratoires du patient par succion, et chercher à repérer d'autres problèmes tels que des entortillements du tube. Si cela ne règle pas le problème, débranchez le patient du circuit et ventilez le patient manuellement avec un ballon-valve. Les alarmes de basse pression sont également importantes, car elles peuvent indiquer une fuite dans le système, un ballonnet de tube endotrachéal dégonflé ou un tube déconnecté. Encore une fois, il est important de vérifier systématiquement la tubulure du ventilateur de la machine jusqu'au patient, pour s'assurer que les tubes sont bien connectés et qu'il n'y a pas de fuite. Les alarmes peuvent également détecter des anomalies ou des changements dans les volumes expiratoires. Des volumes expiratoires décroissants indiquent qu'il y a une fuite quelque part dans le système, tout comme des alarmes de basse pression. Des volumes expiratoires élevés peuvent indiquer une souffrance récente, une agitation, et un grand besoin d'air. Lorsqu'on a des difficultés à insuffler de l'air au patient par ballon-valve à travers le tube endotrachéal, il est important d'effectuer la succion des voies respiratoires par le tube endotrachéal. Vérifiez aussi la position du patient, car un patient fléchi ou ayant le cou penché peut créer des entortillements dans la tubulure. Les bouchons muqueux sont une cause fréquente d'obstruction des voies respiratoires, soit dans le tube endotrachéal, soit dans les voies respiratoires supérieures. Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou de condensation dans la tubulure du ventilateur, car cela pourrait déclencher des alarmes liées à la pression ou à l'obstruction des voies respiratoires. Une faible oxygénation de pouls peut être le symptôme d'une série de problèmes liés au ventilateur ou au patient. Le problème pourrait venir de la source d'oxygène, que ce soit un cylindre ou une bonbonne d'oxygène dont le niveau est bas, ou un problème provenant de l'alimentation centrale en oxygène. Une faible oxygénation de pouls peut aussi indiquer la présence d'un pneumothorax ou potentiellement d'un bouchon muqueux, mais elle pourrait également être causée par un réglage incorrect du ventilateur. De faibles niveaux d'oxygène peuvent aussi refléter une détérioration générale de l'état du patient, par exemple le développement d'une pneumonie liée au ventilateur, un épanchement pleural ou une ischémie myocardique. Il est important de tenir compte de l'hypoxie dans le contexte des autres signes vitaux, ainsi que dans le choix de l'ensemble des paramètres ventilatoires. L'agitation est un problème fréquent chez les patients sous ventilateur. Dans certains cas, l'agitation fait partie du problème, comme par exemple pour une lésion du système nerveux central, une intoxication ou un dérèglement métabolique. La seule présence du tube endotrachéal peut être une source de malaise pour beaucoup de patients, provoquant leur agitation. Cependant, l'agitation peut également être le signe d'un problème provenant du réglage des paramètres du ventilateur. L'analyse de l'agitation chez les patients sous ventilateur est complexe, et un examen approfondi du patient,
du système de ventilation et du réglage de ces paramètres doit être effectué avant de simplement endormir ou paralyser le patient. Vous devrez vérifier tous les réglages du ventilateur afin de vous assurer que vos patients reçoivent une fréquence respiratoire correcte et un volume respiratoire approprié, et également que suffisamment de temps est dédié à l'expiration. Il faut s'occuper de toutes les alarmes liées au ventilateur et résoudre les problèmes de lecture de pression ou de volume. Examinez le patient afin de détecter toute source de douleur ou de malaise. Si c'est possible, voyez si des réglages différents du ventilateur pourraient aider à calmer l'agitation du patient. Lorsqu'on ne peut identifier aucune cause expliquant l'agitation du patient, alors on doit envisager d'accroître ou d'améliorer la sédation ou le traitement de la douleur. La plupart des patients sous ventilateur reçoivent une sédation, mais celle-ci peut devoir être accrue dans un contexte d'agitation du patient. Le traitement de la douleur est essentiel, particulièrement si le patient a des lésions ou d'autres causes de douleur. Dans des cas extrêmes où le patient a reçu des doses importantes de nombreux sédatifs différents et où l'agitation persiste malgré tout, on peut envisager une paralysie. Les paralysants ne doivent jamais être administrés sans sédatif d'accompagnement. Un patient sous ventilateur qui présente un choc ou une baisse de la pression artérielle, et potentiellement de la tachycardie, doit immédiatement subir un examen de son état cardio-pulmonaire. Quels sont les diagnostics possibles dans cette situation, Dr Joe? En fait, comme les patients sous ventilateur reçoivent une ventilation à pression positive, le risque de pneumothorax existe toujours, puis de développement de pneumothorax sous tension provoquant un choc. Comme on peut le voir sur cette animation, lorsque la pression des voies respiratoires s'élève, cela peut causer un traumatisme au poumon, et en fait un poumon peut se fissurer ou éclater, laissant ainsi l'air s'échapper dans l'espace pleural. Au fur et à mesure que la pression s'accentue dans l'espace pleural avec chaque respiration, du fait qu'il y a une pression positive, cette pression croissante peut bloquer le retour du sang veineux vers le côté droit du cœur, provoquant ainsi un choc. Alors comment un praticien peut-il détecter cela? Pour tout patient sous ventilateur, il est toujours très important d'être à l'affût des signes de pneumothorax, et d'envisager cette possibilité à chaque fois que votre patient présente une instabilité des signes vitaux. Bien entendu, vous devrez d'abord examiner la poitrine et chercher à observer un soulèvement bilatéral de la cage thoracique avec chaque respiration, ainsi que des bruits respiratoires bilatéraux, ce qui constitue un point crucial. L'examen physique est toujours très important. Cependant, lorsque des inquiétudes subsistent, on peut faire une radiographie de la cage thoracique afin de voir si un poumon s'est affaissé, et on peut également faire une échographie au chevet du patient pour détecter un glissement pleural. L'échographie pourra également identifier un pneumothorax. Cependant, le pneumothorax n'est pas la seule façon dont une ventilation à pression positive peut provoquer un choc. Rappelez-vous que chaque patient sous ventilateur reçoit une certaine quantité de PEP. PEP signifie pression expiratoire positive. Chez les patients asthmatiques et les patients présentant un SDRA, ou syndrome de détresse respiratoire aiguë, la quantité de PEP peut être assez élevée. C'est la vérité. Cela peut créer une quantité importante de pression intrathoracique, qui peut perturber le retour du sang veineux vers le côté droit du cœur par la veine cave supérieure et inférieure, provoquant ainsi un choc. C'est particulièrement vrai chez les patients asthmatiques ayant des troubles respiratoires obstructifs, qui ont une expiration altérée. Il est toujours important de s'assurer que les patients asthmatiques ont suffisamment de temps pour expirer, et de se rappeler qu'ils peuvent avoir besoin d'un rapport IE, ou rapport de l'inspiration à l'expiration, supérieur aux valeurs typiques de 1 à 2, qui sont habituellement sélectionnées pour des patients sous ventilateur ayant des poumons normaux. Lorsque les patients n'ont pas la possibilité d'expirer complètement, c'est ce que nous appelons un empilement de cycles respiratoires, et cela entraîne ultérieurement une PEP excessive appelée auto-PEP. Alors que pouvons-nous faire dans ces situations? Il y a plusieurs façons de vérifier une auto-PEP, y compris ce que nous appelons une retenue de fin d'expiration, pendant laquelle la PEP est mesurée directement après l'expiration. Si la PEP mesurée est supérieure au pic qui est réglé sur le ventilateur, alors vous savez qu'une certaine auto-PEP se manifeste, et que subsiste une PEP en excès de celle que vous avez programmée sur le ventilateur. Une PEP substantielle est également visible sur une radiographie pulmonaire.
Elle se caractérise par des poumons grands et gonflés. On peut aussi obtenir des informations sur la PEP à partir de la forme de l'onde de pression-volume, mais nous n'aborderons pas cet aspect au cours de notre discussion. Dans ces situations, il peut être nécessaire de débrancher le patient du ventilateur, et de simplement laisser le tube endotrachéal ouvert à l'air ambiant, afin de permettre à la pression à l'intérieur des poumons de se relâcher. Après cette opération, le patient peut être reconnecté au ventilateur avec des réglages adéquats de PEP et de rapport IE. Donc, il y a deux variables de pression critique que l'on peut déterminer sur un ventilateur. L'une est la pression inspiratoire de pointe ou PIP, et l'autre est la pression de plateau, connue aussi sous l'abréviation PPLAT. La PIP est la pression maximale enregistrée pendant l'inspiration. La PPLAT est la pression dans les poumons et dans le système après l'inspiration. Chez les patients sous ventilation, l'observation de la forme des ondes de pression-volume peut apporter beaucoup d'informations, mais certains ventilateurs n'affichent pas d'analyse de forme des ondes, et d'autres affichent simplement des transcriptions numériques de ces valeurs. Être informé des anomalies de PPLAT et de PIP peut être important pour comprendre les problèmes liés au patient, au ventilateur ou au circuit de ventilation. Par exemple, si un patient a une PIP élevée mais une PPLAT normale, cela peut indiquer un problème de résistance. Par exemple, dans le cas d'un patient asthmatique souffrant de bronchospasme, on pourrait avoir une obstruction dans le tube ou une accumulation de sécrétion. Si un patient a une PIP élevée ou une PPLAT élevée, cela peut être le signe d'un problème de compliance pulmonaire, de position du patient, de morphologie du patient, d'autopep, ou enfin de pneumothorax. Et pour finir, si la PIP est faible, cela indique qu'il y a probablement une fuite quelque part dans le système. Ce pourrait être un trou dans la tubulure du ventilateur, ou bien un trou ou une lacération dans le tube endotrachéal, ou possiblement un ballonnet de tube endotrachéal dégonflé. Pour les patients qui sont sous ventilateur pendant plus de quelques heures, une attention particulière doit être portée à l'hygiène. Sur des durées de quelques heures à quelques jours, les tubes endotrachéaux sont dégradés par les lèvres, produisent des plaies sur la langue et l'oropharynx, ce qui peut entraîner des infections dangereuses. De même, l'hygiène buccale est importante pour éviter le développement d'ulcères oraux et d'infections orales. Les patients sous ventilateur doivent recevoir des soins oraux réguliers, y compris un bain de bouche à la chlorhexidine et un brossage des dents toutes les 4 à 6 heures. Si vous n'avez pas de chlorhexidine, une autre solution orale antiseptique ou de l'eau stérilisée peuvent être utilisées. Et bien entendu, les patients ne devraient pas avoir un tube endotrachéal en place pendant plus de 2 semaines. Les protocoles diffèrent selon les hôpitaux, mais en général, plus longue sera la période pendant laquelle le tube endotrachéal est en place, et plus les patients auront de chances de subir des complications. Nous sommes ainsi arrivés au terme de la discussion. Quelques points importants à retenir et sur lesquels nous devons insister. Premièrement, soyez systématique dans vos évaluations. Lorsque vous avez des inquiétudes au sujet d'un patient ou lorsque quelque chose se produit comme par exemple le déclenchement de l'alarme d'un ventilateur, examinez le patient, concentrez-vous sur l'analyse cardiopulmonaire, et soyez à l'affût de signes de pneumothorax ou d'excès de PEP. Vérifiez le système de ventilation en partant de la source d'oxygène et d'électricité, puis le long de ces sources jusqu'à la machine, et enfin suivez la tubulure du ventilateur jusqu'au patient. Vérifiez que l'interrupteur marche, arrêt sur marche. Vérifiez que l'oxygène circule correctement et que le cylindre ou la bonbonne ne sont pas vides. Vérifiez le ventilateur ainsi que la tubulure du ventilateur. Si aucun problème n'est repéré rapidement, débranchez le patient du ventilateur et alimentez-le avec 100% d'oxygène en utilisant le ballonnet valve. Et souvenez-vous de la liste de contrôle DOP et de l'aide-mémoire DOTS pour détecter les problèmes de ventilateur et réagir aux alarmes. Effectuez une succion si nécessaire et examinez les raisons potentielles d'une agitation, d'un choc ou d'une hypoxie chez le patient sous ventilation. Je vous remercie profondément de nous rejoindre. Ça a été un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci.